persévérer, c'est quelque chose d'assez ancien. Parce que le héros, en général, que je suis sur la scène, il doit avoir une inspiration. Et on demande toujours au héros, est-ce que vous avez un message? Et donc, est-ce que j'ai un message? Et en fait, je me suis rendu compte que le meilleur message que je pouvais transmettre, c'est d'avoir résisté à toutes les tentations de l'abandon, qui sont nombreuses sur les chemins, des fois qui sont un peu compliqués que l'on prend. Et cette notion de persévérance est ce qui me paraît le plus intéressant à transmettre. Alors j'ai un parcours où j'ai persévéré, j'ai un parcours assez singulier, puisque j'ai commencé par tourneur-fraiseur, ça c'est mon premier métier. Même bon, pas pour mon premier métier, ma première formation, je suis ajusteur. Donc j'avais pas les notes pour entrer en 6e, donc je suis entré au collège technique. Et donc j'ai passé le certificat d'études et on allait faire une formation professionnelle. Et donc au collège j'ai appris à être tourneur-fraiseur. Et normalement on devait être orienté vers le brevet, et là j'ai eu des notes... j'ai eu un intérêt pour apprendre à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où j'ai commencé à être dans le travail manuel. J'étais toujours bricoleur, j'ai toujours travaillé de mes 10 doigts. Mais la formation technique, c'est quelque chose qui m'a donné confiance. Quand vous êtes dans un collège technique, on vous donne un gros morceau d'acier comme ça au début de l'année, et puis il faut en faire des copeaux, mais des copeaux précis. Enfin, donc on apprend à faire de la ligne, des toulimeurs, des tours, des phrases, etc. Et donc vous êtes dans un bureau d'études, vous dessinez, vous participez à de la construction technologique, et je trouve que c'est quelque chose qui est structurant. C'est très structurant. Donc là, je suis un farouche défenseur du travail manuel, surtout pour les enfants qui n'ont pas envie d'aller en seconde, par exemple, où je fais beaucoup de conférences dans les collèges, j'en fais moins maintenant, mais j'en ai fait pas mal, et on voit qu'ils ne s'intéressent pas, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils ne s'intéressent pas depuis un moment d'ailleurs, et je trouve que c'est intéressant de prendre un chemin vers une formation beaucoup plus pratique. C'est quelque chose qui vous donne confiance, vous réalisez quelque chose, et puis on a toujours l'occasion de revenir dans un chemin, si vous voulez faire après, je ne suis pas ingénieur ou autre. Donc je pense que c'est important que de s'acharner sur un parcours pour avoir le bac généraliste qui ne sert à rien si on n'a pas de perspective pour en faire quelque chose. Donc je pense que chez des enfants, ça a de l'énergie, un enfant à 15 ans, 16 ans, ça déborde d'énergie, c'est déjà sexuellement mûr, ça a des perspectives, ça a envie d'entrer dans la vie, et il faut lui tendre cette main. Et je trouve qu'une formation qui se fait à partir au collège, c'est une formation pratique, et je vois dans les établissements que je fréquente, où il y a des ateliers qui sont vides parce qu'on veut pousser les enfants vers une culture générale, et c'est pas là qu'on l'apprend. Enfin, on apprend 1515, vous vous souvenez, 1515, on n'est pas plus intelligent parce qu'on sait que c'est Marignane, si vous voulez, on ne sait même pas ce que c'est que Marignane. Et donc ça me révolte un peu parce que l'école de Jules Ferry, elle était valable il y a un siècle, où quand l'école est censée, si vous voulez, vous donner les deux piliers, c'est-à-dire lire et écrire. Parce que si vous voulez, si vous n'aviez pas lire et écrire, vous étiez illettré. Mais on ne tolérait pas les fautes. Donc je sais aujourd'hui que j'étais vraiment un dyslexique profond. Donc très dysorthographique, dyslexique, enfin tout ce qu'il fallait pour avoir 0 en français, quoi. Et donc c'est comme ça que je suis rentré au collège technique, et heureusement, je suis revenu dans cette voie. Au collège où j'étais, s'était créé la section du bac technique, qui était une nouveauté. Et entre parenthèses, j'ai des souvenirs, ça se passait à Mazamet dans le Tarn, qui était une culture assez bourgeoise, avec un lycée classique, et j'ai des souvenirs que sans latin et grec, on ne pouvait pas faire ça. Et mon père était tailleur d'habits, et donc il avait des clients, c'était la fin des costumes sur mesure et le début du prêt-à-porter, donc il restait une clientèle un peu exigeante, et il avait... je continue, je suis parti sur un truc, il avait... c'est ma vie. Et il avait un client, je me souviens, mon père n'aimait pas l'idée d'avoir un médecin, un docteur dans la famille. Il ne savait pas par quel bout le prendre. Ça le dérangeait sociologiquement. Et donc il avait un client, maître Bugis, qui était un avocat, et donc mon père se confie à lui en disant « Mon fils voulait faire médecine ». Et maître Bugis lui dit « Est-ce qu'il a fait du latin et du grec ?» Et donc non, il était au collège technique. Alors il n'y arrivera pas. Et mon père était très fier de me rapporter l'histoire. Pas besoin de faire du latin et du grec pour faire médecine. Il y a, bien sûr, il y a
on connaît les racines. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup retravailler dans la signification des mots, retrouver la racine, c'est intéressant. Donc rien n'est perdu. En fait, j'ai fait ce parcours et j'ai décidé de faire médecine une fois que j'ai eu mon bac. Et assez tôt, j'ai dû me travailler. Et je me souviens, j'avais un goût pour le travail manuel, et donc la chirurgie, c'est un travail manuel. Donc à l'hôpital, j'avais demandé au chirurgien chef de service là, si je pouvais venir voir. On a les vacances de juillet, août là. Et alors il m'avait dit, mettez-vous contre le mur. Alors on était contre le mur, on mettait un masque, on ne bougeait pas, parce que dans un bloc opératoire, il ne faut pas faire de faute d'asepsie. Et j'étais là tous les jours, donc j'ai persévéré, vous voyez. J'étais là tous les jours de la semaine, j'étais là, je venais, donc vous voyez ce mec-là qui est derrière. Et un jour, il y a une urgence de la main qui arrive, c'était 13h, un truc comme ça. Et l'interne était parti, donc c'était le chef de service, l'interne était parti, et il cherche l'interne, donc, et il dit à la chef du bloc opératoire, habillez Étienne. Habillez Étienne. C'est un des grands jours de ma vie. Le toréador était habillé, si vous voulez, on vous habille quand vous êtes un bloc opératoire, c'est pas vous qui habillez Étienne. Et donc je me suis trouvé assis, donc à faire, parce que c'était une urgence de la main, il travaillait, c'était assez précis, assez assis, donc à faire ce travail d'écarter, plonger, exactement. Et ça a été une révélation. Je retrouvais, si vous voulez, j'ai retrouvé en chirurgie le travail manuel de ma première formation, surtout en orthopédie, et je me débrouillais bien. À l'orthopédie, on met des vis, des plaques, des broches. Si vous le faites, on met des gorges, on réinsère les ligaments. C'est un travail en 3 dimensions, et donc je me débrouillais très bien. Et donc j'étais interne en chirurgie pendant 2 ans. Et là, par contre, j'avais un vieux fond d'envie de voyage qui était très ancien. Très ancien. Et ça, je peux vous en parler ici à Chamonix, parce que quand j'avais 13 ans, je ne rêvais que de montagne. Et j'avais un volet en 3, une photo du massif, en 3 pages, comme ça, que j'avais collé dans ma chambre. Et je lisais amoureusement, Frison Roche et tout. Et donc, je regardais sur ces photos les parcours. Je connaissais le nom des glaciers, l'emplacement des refuges, les sommets, leur altitude, mais je n'étais jamais venu. Et c'était un rêve très ancien. Et j'avais ce goût pour aller à la montagne. C'était la montagne surtout qui me plaisait. Mais c'est quelque chose qui est resté en moi, ce goût pour la montagne. Mais la médecine a été une opportunité pour moi pour aller en expédition. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai quitté le bloc, la chirurgie. Et donc j'ai commencé à être médecin d'expédition. Et j'ai fait ça pendant 12-13 ans, au moins. Oui. Et médecin d'expédition, et donc pour gagner ma vie, j'avais abandonné la chirurgie. La chirurgie, ça demande une constance, quoi. Et donc j'avais abandonné ça, et je faisais la médecine générale en remplacement. Donc je remplaçais les médecins quand ils partent en vacances, les week-ends. Donc j'avais une quinzaine de médecins que je remplaçais régulièrement. Allô, est-ce que vous êtes libre pour Pâques? Est-ce que vous êtes libre à Noël? Donc en général, je travaillais quand les autres partent en vacances. Et j'ai fait ça pendant 12 ans, 13 ans, je ne me souviens plus, pour gagner ma vie. Et je partais en expédition. C'est comme ça, effectivement, que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly. J'étais en Himalaya plusieurs fois, Patagonie. En fait, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Et en 1983, j'étais donc médecin à une expédition à la face nord de l'Everest, par le versant tibétain qui venait d'être ouvert. Il y avait des gens que vous connaissez, il y avait Yannick Seigneur qui était le chef d'expédition, il y avait Jean Afanassiev qui était là, il y avait Bernard Prudhomme, Éric Escoffier, j'en oublie bien sûr, qui était là, je vois la photo là, et donc un jour, il y en avait 4 qui étaient montés au camp 5, en bas du couloir Hornbein, si vous connaissez la face nord de l'Everest, ils étaient là, ils ont été bloqués par le mauvais temps, et c'était 8000 mètres. Et Xavier Farjas, il y avait Yannick Seigneur, qui était là-haut. Et donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils sont restés bloqués, donc on pensait qu'ils n'allaient pas redescendre, parce qu'à cette altitude-là, et puis il y avait vraiment du mauvais temps. Donc j'étais monté au camp 2, avec l'oxygène, et puis ce qu'il fallait, j'étais prêt à... Si jamais on les voyait bouger, on essayait de voir s'il y a quelque chose qui bougeait, on voyait. Et à un moment donné, donc ils sont sortis, donc effectivement,
j'y reviens. Et là, j'étais tout seul, sous la tente. Là, il y avait du vent, il y avait des avalanches, et puis de temps en temps, ça s'éclaircissait, on voyait des massifs qui étaient magnifiques, quoi. J'étais au milieu d'un truc puissant, quoi. Et je me suis dit, la prochaine fois, ça sera la mienne, j'irai seul. Et c'est comme ça que j'ai décidé, à l'Everest, de faire mon expédition au pôle Nord. Juste une parenthèse, donc ils sont sortis tous vivants, on se demande comment, et ils étaient complètement éclatés le visage et tout. Et le dernier, c'était Xavier Farjas qui descendait, puis Yannick était devant, Seigneur, il m'a dit, va vite là-haut, parce que Xavier est très mal. Et donc Xavier Farjas, il était dans une béatitude totale, il avait des hallucinations, il voyait des infirmières dans les couloirs, et il était tout heureux, et c'est à ce moment-là que ça peut devenir dangereux, quand tout d'un coup il y a une bascule, si vous voulez, il se relâchait tout d'un coup, donc il a fallu vite lui redonner de l'oxygène, un peu de tonus, enfin voilà. Donc là j'ai décidé d'aller au pôle Nord, et j'avais 38 ans, et donc j'ai fait une première tentative en 85, j'ai échoué, et j'y suis revenu en 86, et j'ai réussi ce voyage au pôle Nord à force de persévérance colossale. Parce que le pôle Nord, le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. On marche sur la banquise, sur la banquise qui fait, maintenant qu'elle se réduit, si vous voulez, elle fait 1,50 m, 2 mètres d'épaisseur, mais c'est pas une patinoire, c'est très abîmé. Je suis parti du Canada, et donc la banquise dérive vers le Canada, donc c'est une tectonique de plaques de glace monstrueuse, quoi. Il faut... c'est pas techniquement compliqué, c'est pour ça que ça m'allait bien. Je me dis, le pôle Nord, c'est un truc à ma mesure, parce que techniquement, c'est pas compliqué d'aller au pôle Nord. Il faut tirer son traîneau. Et on n'a pas besoin de faire des stages de 15 jours pour apprendre à tirer un traîneau. On vous le met là tout de suite à la seconde, vous avez compris qu'il va falloir y aller, quoi. C'est pas compliqué. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais la qualité qu'il fallait être un super campeur. J'avais super campé partout, dans toutes les positions, sur les bateaux, en montagne, altitude. Enfin, je pouvais me débrouiller en camping un peu partout. Et là, il faut être un super campeur pour aller au pôle Nord. S'il y en a qui veulent y aller, et surtout en avoir très 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 envie. Parce qu'on a toutes les raisons d'arrêter. Le plus froid que j'ai connu sous la tente, c'était moins 52. Eh bien, c'est froid. C'est indescriptible. Tellement c'est froid. Et quand vous marchez, vous n'avez pas froid, même s'il fait moins 48, si vous connaissez, en hiver, dès que vous mettez en exercice, si vous voulez, notre corps humain a un rendement aussi mauvais que votre moteur à explosion de la voiture. Seulement 25% de l'énergie que l'on met en route apparaît sous forme mécanique. 75% de la réaction énergétique, c'est de la chaleur. C'est pour ça que votre moteur chauffe, il faut évacuer la chaleur. Le corps, c'est pareil. Il a un aussi mauvais rendement. Et donc, si vous voulez être performant, il faut évacuer la chaleur. À un moment donné, on vendait des sudisettes. Heureusement, ça a disparu. Les sudisettes, c'était des trucs étanches qu'on donnait pour maigrir. Alors, on demandait de courir là-dessous. Et bien sûr, on n'allait pas loin parce que c'est comme si vous mettez le journal devant le radiateur de votre voiture, quoi. Pouf, ça s'allume au rouge. Et en plus, c'est pas comme ça qu'on perd de la masse grasse, quoi. Si on veut perdre la masse grasse, il faut marcher longtemps. Et donc, quand on marche, tout ça, je reviens, quand on marche, on n'a pas froid. Mais ça se complique dès qu'on s'arrête. Là, dès qu'on s'arrête, c'est compliqué parce que les matériaux changent de structure. Vous ne pouvez rien faire sans gants, bien sûr, même sous la tente. Et au début, la nuit, il y avait la nuit qui arrivait vers 7 h le soir, 6-7 h le soir, donc avec la lampe frontale, vous ne voyez rien, puisque quand vous expirez, ça se diffuse, et puis alors vraiment, quand il y a un delta entre moins 37, plus 37 le corps, et moins 50 dehors, ça fait, vous voyez, et donc, pour écrire, j'ai un journal de bord, j'écrivais, tiens, une petite histoire, j'avais présenté le sujet à National Geographic aux États-Unis, à Washington, et il y a une boutique, et donc il y avait un stylo, le Space Pen. Et le Space Pen, c'est un stylo pour les cosmonautes, et qui était fait pour écrire dans toutes les positions, parce que vous avez vu qu'un stylo abîme, vous ne pouvez pas écrire en l'air, parce que ça marche par gravité, et puis s'il fait froid, ça gèle, quoi. Et donc le Space Pen était parfait pour les vols extravéhiculaires. Ça ne marche pas, au pôle Nord. Donc rien sortait. Pourtant, il y avait de l'antigène dedans, et j'avais un crayon, heureusement, et j'écrivais en retenant mon souffle, parce que si
quand vous expirez avec la lampe frontale, vous ne voyez même pas le papier, et puis ça gèle tout de suite, et ça fait une petite couche de petits cristaux de glace, donc vous devez... Voilà. Donc vous voyez, c'est tous ces trucs, à un moment donné, vous ne pouvez pas tenir un gobelet de thé, même si vous avez besoin de vous réchauffer sans gants. Rien ne se fait sans gants à ces basses températures, et donc vous prenez un gobelet comme ça de thé, et puis à un moment donné, ça finit par arriver qu'il vous échappe. Oh, merde! Et alors donc le thé, ça fume, bien sûr, mais en 1 minute 30, 2 minutes, c'est tout gelé, quoi. Et donc bon. Et le matin, vous vous levez, vous essayez de sortir le sac de couchage, vous ne pouvez pas parce qu'il est gelé. Le thé est passé dessous et c'est soudé. Il ne faut pas tirer parce que les matériaux en matière plastique, si vous voulez, à très basse température, ils sont fragiles. Donc vous ne pouvez pas. Comment faire? Et donc le seul truc qu'on a, c'est prendre la main, donc vous arrivez, puis avec la chaleur de la main, vous décollez petit à petit en tirant dessus, puis vous prenez un anglais, vous mettez la main à la poche, et vous recommencez. Voilà. C'est tous ces trucs qui compliquent la vie du campeur. Et donc c'est un autre exemple. Je me suis réveillé en faisant un cauchemar, j'étais en train de m'étouffer en fait. Et je mets la lampe, j'étais très mal à la tête, je me sentais que je n'étais pas bien du tout. Et donc, en fait, le trou de respiration s'était bouché avec, quand on expire, cet air saturé d'humidité gèle. Et ça s'était gelé sur le trou de respiration. Et ça, c'était au début, après j'ai fait attention. Et donc, j'allume la lampe, il y avait un bouchon de glace. Et là, vous ne pouvez pas ouvrir, parce que toute la fermeture éclair est prise dans la glace, quoi, donc vous ne pouvez pas ouvrir. Là, calmos. Si je pense que j'avais au couteau, j'aurais fait un trou tellement j'avais besoin d'air. Bon, et là, il faut se détendre un peu. Donc, je prends le briquet qui c'est derrière. Donc, le briquet, c'est du liquide, vous avez vu, donc c'est gelé quand il fait froid. Mettez-le au congélateur, vous allez voir, c'est tout gelé. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut le garder au chaud pendant un moment. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça... Mais il ne marchait pas, le briquet, il manquait d'air, comme moi, quoi, hein, je l'ai compris après. Et en fait, et j'ai compris qu'avec la chaleur du doigt, comme ça, j'ai poussé, puis j'ai réussi à passer à travers, et vous allez sucer l'air frais, mais j'étais pas sorti d'affaire, vous voyez. Et en fait, le briquet s'est mis à marcher, puisque lui aussi, il avait de l'air, et donc j'ai dû passer un long moment à faire fondre un peu, sans brûler la fermeture, bien sûr, voilà. Donc vous voyez, c'est compliqué, quoi. Donc en général, c'est là qu'on abandonne. C'est là qu'on abandonne parce que, bon, puis il y a des raisons d'abandonner aussi sur la route, parce que c'est compliqué. On passe sur de la glace qui est de plus en plus fine, enfin je dis, ça se casse la banquise, ça regèle, ça se casse, ça regèle, ça bouge. Donc de temps en temps, vous arrivez, traversez toute la salle sur un bras de mer comme ça, qui s'est fait entre deux plaques de banquise, qui vient de regeler. Alors on y va pas. Donc bon, j'étais tout seul, quoi. Alors avec le bâton, vous avancez, puis toc, ça veut dire c'est pas bon, puis ting, ting, c'est bon, vous voyez, donc vous cherchez un peu quelque chose de solide, puis toc, et puis c'est bon. Et vous regardez à droite, c'est immense, à gauche, c'est immense, et dit bon, maintenant il va peut-être falloir essayer d'y aller. Si vous passez à travers, vous êtes mort. Là, on ne peut pas remonter sur la glace qui est... Parce que la glace de mer, vous avez vu que la glace d'hiver, ici, la glace d'eau douce, pardon, elle est dure comme du verre, elle est fragile, mais elle est dure. La glace de mer, ça passe par de la saumure d'abord, donc c'est une pâte, et donc c'est assez flexible. Alors donc vous arrivez avec les skis, vous essayez, allez on y va. Et alors vous avancez, ça commence à faire ça là. Et là, si vous n'êtes pas au milieu, dites bon, on va pas faire. Donc on revient, on met une broche à glace, on part, je partais avec une corde pour pouvoir me tirer pour sortir. Et hop, vous arrivez à l'autre côté, donc vous remettez une broche à glace, vous revenez de nouveau pour enlever la broche à glace qui est là, et vous repartez, et ça vous le fait 3 fois. Et là, la première fois que j'ai fait ça, j'avais laissé le traîneau, bien sûr, là-bas je ne faisais pas l'aller-retour avec le traîneau, et tout d'un coup j'ai vu le traîneau là-bas. Ça a été une grande émotion, parce que le traîneau, c'était ma vie. Donc, je le voyais là-bas, je me suis mis à parler, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, donc, parce que quand on est seul, au bout d'un moment, on commence à parler avec les objets. Beaucoup avec le réchaud. Tous les jours, le réchaud, je lui faisais remercier de d'avoir marché pour me faire de l'eau douce. Donc, vous voyez, il y a une mystique qui se met en place comme ça avec tes objets. Donc, c'est pour ça, enfin, c'est mon voyage, peut-être il y en a d'autres qui font pas ça, mais c'est mon voyage, je suis entré complètement
en mystique, en relation mystique avec le pôle. Le dieu du pôle était là-haut et je demandais le passage comme un simple pèlerin. Enfin, voilà. Donc j'ai réussi à traverser, ça dure un mois à peu près, se déshabituer du monde. Quand je dis se déshabituer du monde, c'est tous les faux mobiles, toute l'envie. J'y suis allé pour être le seul, vous avez compris, pas seul. On a besoin d'aller là-bas pour être seul, mais le seul. Donc j'étais le premier à tenter ce genre de truc. Et petit à petit, j'ai réussi à entrer, au bout d'un mois à peu près, dans le rêve. Ce petit homme, à un moment donné, je me suis dit, mais je me suis fait une espèce de voyage en l'air. Je me dis, mais tu es ce petit mec qui va au pôle Nord, mais quelle chance! Vous voyez, c'est un rêve que j'avais eu à un moment donné. Et donc là, je suis entré vraiment dans une phase qui était constructive, qui était agréable. Je savais lire la glace, etc. Et l'arrivée au pôle Nord n'était pas simple parce que c'était au mois de mai, ça commençait à regeler pas, il fallait que je cherche ma route. Et l'arrivée au pôle Nord, c'est une libération colossale. C'était proche de l'éveil, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. C'est une espèce de sensation de plénitude totale où je dis toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. Vous voyez, il n'y a rien qui n'allait pas, quoi. Rien, tout allait bien. C'était une libération et je suis resté là un moment, j'ai parlé au réchaud, à la tante, je les ai remerciés parce que le réchaud avait vu mon dos pendant 63 jours et je lui dis tu m'as vu, j'avais besoin de partager cet instant parce que les communications étaient pas bonnes du tout. J'avais une communication radio tous les soirs, en fait, communication avec Michel Franco, que vous connaissez, et Michel était au camp de base à Résolupé. Et donc moi je l'ai fait en 86, donc pas de GPS, pas de téléphone, j'avais une radio de 20 watts, c'est pas terrible, hein. En plus quand il fait très très froid, les batteries sont très très froides, et donc pas très performantes. Et donc, donc la balise Argos en fait émet un signal qui est capté au centre d'études spatiales et Michel Franco interrogeait par téléphone le centre spatial qui lui disait ma position. Et le soir, à 19h, j'avais une communication en radio. Et Michel Franco m'appelait. Mon surnom, c'était Papy, déjà. Et que je ne suis pas. Et Papy, je te donne ta position, 86, machin, ok. Est-ce que tu m'as reçu? Oui, je t'ai bien reçu. Alors, donc j'avais compris une chose, c'est qu'il me percevait très très mal. Moi, et donc, il me disait, si tu as bien reçu la position, dis-moi oui 3 fois. Alors il dit oui bien reçu, oui bien reçu, oui bien reçu. Et il me disait, le potentiomètre a bougé 3 fois, je comprends que tu m'as reçu. Donc, voilà la qualité de la communication qu'on avait. Donc, il n'y avait pas un dialogue, il n'y avait pas un grand dialogue, si vous voulez. Donc, quand je suis arrivé au pôle Nord, j'avais besoin de partager en parlant. Donc, j'avais été guidé, il me donnait ma position, et à la fin, effectivement, j'ai eu une position à 12 heures, donc par la navigation, par l'estime et par l'expérience que j'avais, j'ai réussi à atteindre ce pôle Nord. Donc c'est quelque chose qui a été un tournant dans ma vie. Ça a été les dernières consultations à ce moment-là. J'ai arrêté la médecine pour me consacrer aux expéditions que j'ai faites par la suite. Et par la suite, ça a été, on a construit le bateau Antarctica. Donc toujours Michel Franco était là, Christian de Marliave m'a rejoint, et c'est tous des tempéraments particuliers, quoi, hein, on peut dire, ouais. Et Christian, qu'on appelle Criquet, il est venu, donc, bon, vous connaissez Christian, sa culture, sa précision sur tout ce qui est polaire, enfin, la logistique, c'est un type extraordinaire. Et donc je lui ai dit, il va falloir prévoir de te payer, surtout pas lui-même. Cette notion de personne qui s'engage totalement, et l'essentiel c'était de pouvoir s'engager, de rester libre en même temps. C'était des souvenirs extraordinaires de cette période où on a fait le bateau Antarctica, que vous avez vu, qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui fait un travail remarquable. Et en allant au pôle Nord, tout ça c'est... la traversée de l'Antarctique est née au pôle Nord, sur la route du pôle Nord. Un soir, donc je reviens au pôle Nord. Un soir, c'était au fin avril, ça faisait un mois que j'étais là. Sous la tente, je faisais la sieste, et c'était 18h par là, et j'entends des bruits. Comme ça, je dis, merde, c'est l'ours. Et j'avais pas d'arme. J'avais fait le choix de ne pas avoir d'arme, parce que j'avais acheté une arme à Montréal, j'avais acheté un Smith & Wesson. Un gros truc, le plus gros pétard à main.
Et ce qui est formidable, c'est que j'avais payé comme ça, et je suis parti avec mon pétard et les balles. C'était facile. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais, donc j'étais... Voilà, et je suis arrivé à Resolute Bay avec ça, comme un cow-boy un peu là. Enfin, sobrement, hein. Mais, et les Inuits qui étaient là, regardaient, ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il dit, tu es lourd, c'est pour me défendre. D'accord. Il me dit, mais si tu veux descendre en ours avec ça, il faut que tu attendes qu'il soit très près. Et je me suis dit, bon, l'ours arrive déjà s'il arrive en face, c'est que je l'ai vu, mais il peut arriver par derrière. Donc je me suis dit, s'il arrive par derrière, je suis foutu. Enfin, s'il veut savoir de quoi je suis fait, je suis foutu. Par contre, s'il arrive, imaginons dans le meilleur des cas, je suis sous la tente et il est en face de moi. Donc je vais me mettre comme ça et je vais attendre qu'il arrive. Et je dis, je vais pouvoir faire ça. Et imaginons que je reste assez calme, si vous voulez. Bon, d'abord on tire en l'air pour lui faire peur. Mais c'est pas bon. Parce que vous lui faites peur, mais il part, il fait 200 mètres, mais vous dites ça les arrête, mais ça y est, maintenant il sait que je suis, il va me suivre, quoi. Hein. Donc il faut le flinguer, quoi. Et donc je me suis dit, il faut attendre. Il me dit, et puis il faut tirer là. Là, entre les... Il ne faut pas louper. Je me suis dit, si je loupe, je suis mort. Si je le blesse, si la balle glisse, je sais pas. Voilà, donc je me dis, pas d'arme. Je ne prends pas d'arme, parce que je ne saurais pas m'en servir, ça sera toujours décalé par rapport à... Voilà. Et donc j'entends ce bruit, je me dis c'est l'ours. Là j'ai eu peur et puis j'ai compris que c'était pas l'ours, c'était une expédition américaine qui allait au pôle Nord. En mode traditionnel, ils avaient des chiens, ils étaient 5 attelages de chiens. Et donc je suis sorti, j'étais à l'abri derrière une côte de compression, je suis escaladé le truc. Et donc effectivement ils passaient juste à côté de moi. Et ils avaient vu des traces, à un moment donné mes traces, et ils avaient essayé de me retrouver. Donc, et voilà. Et Will Steger, qui était devant, a vu un mec sortir de la glace à sa grande stupéfaction. Donc il est venu vers moi en courant, donc moi j'étais très peu habillé. J'étais sorti du sac de couchage rapidement, je dis viens, il fait froid. Donc on est allé sous ma tente et puis il m'a dit suis mes traces, on n'était pas sur le même fuseau horaire. Nous on continue, et puis ils viennent demain. Donc j'ai suivi les traces, on a pris un café ensemble. Et il m'a dit mais si on faisait une expédition en Antarctique? J'ai dit écoute Will, on est assez busy avec ça. Le pôle Nord, des gens ont fait le pôle Nord et puis on en a reparlé. Will m'a appelé au mois d'août en me disant est-ce qu'on pourrait reparler de ça. Donc je suis parti aux États-Unis et là on a décidé de faire la traversée de l'Antarctique et c'était en 87 et j'ai dit ah oui, c'est 2 ans avant la fin du traité de l'Antarctique. Le traité de l'Antarctique avait été signé pour 30 ans en 89 et il y avait cette expiration de la première tranche et il fallait, j'ai dit, il faut refaire une expédition internationale pour promouvoir la reconduction du traité. Parce qu'il y avait des discussions sur qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de l'Antarctique. Tout le monde n'était pas d'accord. Il y en a certains qui voulaient se préserver l'opportunité d'exploiter les richesses potentielles en Antarctique, d'autres qui ne voulaient pas. Donc il y avait un conflit entre les pays signataires et il fallait que tout le monde signe. Et donc on travaillait sur cette idée-là. Et je me souviens, j'avais dit à Will, il habite dans les forêts du Minnesota, dans le nord du Minnesota. Il n'y avait pas, maintenant il y en a une, mais il n'y avait pas de route pour y aller, bien sûr, pas d'électricité. Il avait une cabane perchée sur un rocher, sur un lac, enfin le truc génial. Et le soir, je me souviens, il n'y avait pas d'électricité, donc il avait une lampe. Et on a fait un grand feu, et il a mis la carte de l'Antarctique là sur la table, puis il a fait comme ça, the longest way, 6500 km. Il dit, moi je ne sais pas. Il me dit, si les chiens peuvent le faire. Les chiens le feront, j'ai déjà traversé tout l'Arctique, les chiens peuvent le faire. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire la traversée de l'Antarctique. Et je dis, ah oui, ça tombe bien, on va faire une expédition internationale, il était tout à fait d'accord. Et je dis, il faut faire venir un Chinois, un Russe, c'était encore l'époque soviétique. Et Will me dit, je suis embêté avec ça, il me dit, parce que si on fait venir des pays communistes, les sponsors ne vont pas marcher. Et je dis, t'inquiète pas, Will. Ils vont venir, donc je m'occupe de l'Est. Et c'est comme ça que j'ai effectivement constitué cette équipe. Donc il y avait un Chinois de Chine populaire, un Russe de l'Union soviétique, un Américain, un Anglais, un Japonais et moi. Et c'était extraordinaire. Extraordinaire, l'expédition qui m'a ouvert sur le monde. J'ai appris à parler l'anglais à ce moment-là, un peu mieux. J'ai appris anglais au collège technique de Mazamet dans le Tarn. Ça vous donne une idée du niveau de... Avec un prof qui n'avait pas dépassé le nord du département du Tarn. Vu l'accent qu'il avait, il n'avait jamais connu autre chose. Donc c'était pas l'élite. Et juste un exemple, parce que c'est rigolo.
on faisait un exercice. Ça est resté en tête indéfiniment. Is a cat an animal? Alors, on faisait ça. Is a cat an animal? Non, a cat is an animal. A cat is an animal. Repeat after me. Alors, a cat is an animal, le cat is an animal, le cat is an animal, bien. Forme interrogative. Is a cat an animal? Il n'y avait rien dans la salle. Is a cat an animal? Eh bien, yes! Voilà. Donc, c'était le niveau de l'anglais qu'on apprenait au collège technique. Donc, grâce à cette expédition internationale, je me suis perfectionné en anglais. Puis quand vous êtes immergé, vous allez... Et en fait, je pense que, je dis tout le temps, qu'on a réussi Transantarctica parce qu'on n'était pas du même pays et qu'on ne parlait pas la même langue. Parce que le niveau de conversation est toujours resté assez élégant. On était un peu ambassadeurs de chaque pays et on est resté dans une élégance conversationnelle. Parce qu'effectivement, des fois on est resté 3-4 jours sous la tente, toute petite tente, vous l'avez en face. Et donc on s'imaginait avec quelqu'un, un Français par exemple, ou une Française, la conversation peut décliner un petit peu, vous voyez, en qualité. Et là c'est resté toujours de bonne aloi, comme on dit. Et donc je pense que ça nous a aidé à accepter des conditions qui étaient longues déjà. Et voilà. Et donc cette ouverture sur le monde a été formidable. Alors après j'en ai fait d'autres quand il y avait ce bateau Antarctica, et j'en ai fait d'autres jusqu'à maintenant, pas mal. Dans la dernière que vous avez vue, là je l'ai faite là, en ballon. C'est certainement la plus dangereuse que j'ai faite, de traverser en ballon. La plus dangereuse. Parce que quand on est en l'air, on risque de tomber. Et ça, c'est quelque chose qui est... Quand on y est, on s'en aperçoit, si vous voulez, il n'y a pas de répit, en fait. Vous voyez, vous êtes en bateau, vous faites en solitaire, en bateau, comme il y a là, par exemple, à l'heure actuelle, le Figaro, la course du Figaro en solitaire. Si tout d'un coup, il y a un changement de vent, vous vous endormez, le bateau part au loft ou à la bâtée, ça fait du bruit, ça claque comme ça, vous vous réveillez, et puis vous réglez tout ça, vous repartez, si vous n'avez pas dématé, mais vous êtes encore sur le bateau. En l'air, vous êtes obligé d'une vigilance, si ça touche, c'est foutu. Donc c'est une vigilance, et je suis parti dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. On m'a fait partir trop tôt par rapport à des conditions de vent. Donc je suis parti du Spitzberg, c'était pôle Nord normalement, et en face l'Alaska. Et je suis parti avec une veine de vent qui n'était pas bonne. Le bon cap était à 300 mètres d'altitude. Vous voyez, 300 mètres d'altitude, c'est très très bas. Très bas. Et donc j'étais sous les nuages, dans les nuages. Donc les panneaux solaires n'ont plus fonctionné, j'avais plus d'électricité, donc je devais piloter à la main. Donc je ne dormais pas. Et à un moment donné, avant le pôle Nord, j'ai pris une tempête. 90 km/h. En ballon. Donc, en ballon, vous allez à la vitesse du vent. 90 km/h. Et donc j'avais, comme c'est des turbulences, si vous voulez, et le bon cap était à 300 mètres, toujours. Et là, il y a des turbulences. Et là, vous avez le ballon qui monte en ascendant comme ça. Donc à 600 mètres, ça montait à 600 mètres, et puis là, ça décrochait, un chute comme ça, et ça s'arrêtait à peu près à 80 mètres, et ça recommençait. Et donc, j'avais des fruits secs et de l'eau. Et pendant 12 heures, j'ai des fruits secs et regardez l'altimètre et le variomètre, hein, parce que à quelle vitesse on monte et on descend, et puis l'altimètre. Et ça tourne. Ça tourne le ballon quand il monte et quand il descend. Donc j'avais des hublots que j'avais bouchés parce que ça me faisait tourner la tête. Et j'avais mon équipe à terre qui me disait « Sors de là, mon instructeur, sors de là !» Enfin, il avait cru que je devenais fou. Et en fait, ce qui est intéressant, j'en reviens au livre, c'est le sous-titre du livre. On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Et en fait, l'instructeur, qui est un super mec, un pilote de ballon expert, 35 ans d'expérience, mais il n'est jamais parti quand il y avait un avis de tempête, vous voyez. Donc il ne connaissait pas ces conditions-là. Moi j'étais dedans, j'ai dû composer avec, et c'est inimaginable ce dont on est capable, si vous voulez, de faire quand on est immergé dans une situation. Et ça c'est une découverte. C'est une découverte que j'avais déjà expérimentée avant. Mais on a des capacités qu'on ignore, dans la mesure où on ne les a pas mises, on n'a pas été confronté à une situation qui fait que tout d'un coup, vous prenez la situation en main. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et à terre, ils étaient comme des fous. Je les entendais, ils m'appelaient régulièrement, ils m'envoyaient des SMS. Sors de là, sors de là. Et c'était le seul, à 300 mètres, c'était le seul qui me faisait passer au pôle Nord. Je ne suis pas passé tout à fait. Et je ne suis même pas allé en Alaska, j'ai atterri en Sibérie. Ça, c'est une autre expédition. J'étais en zone interdite en Sibérie.
Et là j'étais dans les mains du FSB. FSB, c'est le KGB. Je suis resté 3 jours, un interrogatoire serré, et ils étaient 4 ou 5 qui se relayaient devant moi et m'interrogeaient sans arrêt comme ça. Le premier jour, je suis arrivé à 5 h du soir, je n'avais pas dormi depuis 5 jours, j'étais absolument naze, comme ça, ils disaient, on sait que vous êtes très fatigué, juste quelques questions ce soir, et c'était juste une dernière, jusqu'à 2 h du matin. Et puis, ils interrompent la conversation, puis ils te regardent en face, ils disent, vous comprenez le traducteur? Oui, c'était en russe, en anglais. Je dis, oui, je comprends. Vous êtes sûr que vous avez compris ce qu'il dit? Oui, d'accord. On continue, puis au bout d'un moment, il me dit, mais vous voulez vraiment pas avoir un avocat avec vous? Non, non, vous voyez, cette espèce de déstabilisation permanente, c'est usant. Et au bout de 3 jours, ils n'ont pas trouvé la faille. Et ils m'ont laissé partir, parce que j'avais une faille. Ils le savaient. J'avais un truc interdit, totalement interdit. J'avais un magnétomètre de très grande précision fait à Grenoble, au LETI, un laboratoire de microtechnique, enfin, certains peut-être connaissent le LETI à Grenoble, et c'est un magnétomètre d'une très grande précision, très sensible, qui est maintenant dans les satellites qui tournent, qui étudient le champ magnétique. Et avec ce magnétomètre, je pouvais déceler une masse métallique sous la banquise, donc un sous-marin. Et ça, c'est le pire des trucs, si vous voulez, les sous-marins, c'est obscur, hein. Personne ne sait où ils vont, sauf le coiffeur. Et je dis sauf le coiffeur parce que les sous-mariniers, ils sont comme tout le monde, ils vont chez le coiffeur, à la base, et en général, le coiffeur, il obtient ce qu'on veut. Vous avez remarqué comme il vous fait parler, le coiffeur. Et donc, on dit tout le temps, chez les sous-mariniers à Brest, si vous voulez savoir où est parti le sous-marin, demandez le coiffeur. Donc, le sous-marin, c'est l'arme ultime, si vous voulez, avec des missiles, anti-missiles, etc. Et donc, j'aurais pu éventuellement détecter un sous-marin. J'aurais pu, mais par chance, donc, j'avais les panneaux solaires qui étaient défaillants, je ne l'ai pas. Mais quand, à un moment donné, on s'est rendu compte que j'allais au Spitzberg, le laboratoire de Grenoble m'a appelé en me disant il faut absolument que tu te débarrasses de tout ça. J'étais déjà sur écoute, et bien sûr parce qu'ils savaient que j'arrivais sur les zones interdites. Et je l'ai fait partir. Il y a une équipe qui est venue avec moi, j'ai mis ça dans un sac en plastique, je mets du linge sale, des trucs comme ça, façon poubelle, et je l'ai mis dedans. Et pendant 3 jours, ils essayaient de trouver où est-ce que j'avais enregistré, où est l'appareil, etc. Donc ils m'ont gardé jusqu'à l'usure pour savoir, et ils ont abandonné à un moment donné. Et heureusement, parce que je me suis dit, si jamais ils avaient trouvé ce truc-là, j'étais un outil de chantage extraordinaire. Aller prouver que je ne suis pas un espion, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était la dernière. Donc puis en plus, j'ai eu, à un moment donné, ils me disent, monte à 6000. Monte à 6000, il y a peut-être un vent favorable pour l'Alaska. Je monte à 6000 et on était assez haut, donc et je me suis endormi, bien sûr, de la marche. J'avais mis la canule d'oxygène, et j'ai fait comme ça, et la canule d'oxygène est sortie. Je me suis réveillé, j'avais un œdème cérébral. Donc je savais ce que c'était, j'avais été médecin à Malaya déjà, donc je connaissais. Alors avec un engagement, vous voyez, déjà, j'étais tout raide comme ça, là, avec un mal de tête colossal. Et donc j'ai essayé de faire un test, style table de multiplication, 7 x 5, je voyais rien. Bon, j'ai repris l'oxygène à 3 litres par minute, plus de cortisone que je me suis fait, c'est revenu assez vite. Mais j'ai eu des hallucinations pendant un moment, des hallucinations. Avant ça, j'ai eu des hallucinations visuelles. J'ai partagé ça avec les marins du Vendée Globe, de la course du Figaro, là, qui ne dorment pas beaucoup, et ils ont ça aussi de temps en temps. Tito Amazon m'a dit, on a l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Et j'ai des séquelles encore. Bon, j'ai des séquelles encore, c'est vrai. Chez moi, de temps en temps, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un. Et j'avais des hallucinations auditives après. À l'arrivée sur la Terre, des hallucinations auditives, mais des oiseaux, mais c'était net. Je dis, mais bon sang, mais ça, c'est des vrais oiseaux. Donc je soulevais le capot, je regardais, pas un oiseau que là. Donc, ça a disparu. Ça a disparu. Mais les hallucinations visuelles restent de temps en temps, ça s'est atténué. Voilà. Donc c'était une expédition, la dernière que j'ai faite, qui était difficile. Et puis, j'y suis quand même revenu. Au mois d'avril, c'était l'année dernière, avec Christian, qui m'avait organisé ça, qui était à l'origine du livre, d'ailleurs. Il m'a dit, j'ai dit, écoute, j'ai besoin d'une réinspiration sur les régions polaires, sur le pôle Nord. Et donc, je suis parti à Resolute Bay, et je voulais aller sur une île, Beech Island, qui est une île paumée.
Et donc j'ai voulu y aller tout seul. Et donc j'y suis allé. Et un petit avion sur ski qui m'a déposé dans un coin perdu. Il faisait moins 28 avec un vent à 35 km/h. Donc il faisait très froid. Et donc je suis sorti de l'avion, ces petits twin-otters qui sont surchauffés en général. Donc il y avait un copilote, un jeune copilote, le pilote il reste manette, le copilote est venu m'aider à descendre le traîneau. Et il faisait très très froid, hein. C'était 6 h du soir, je me souviens. Et le grand gaillard, là c'était le copi, qui était jeune, il me tape sur l'épaule comme ça. You are okay? Il a l'air de dire, ce vieux-là, il est perd la boule, qu'est-ce qu'on ne va pas le laisser là tout seul? Il a l'air de dire, qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qu'il veut nous foutre là tout seul? You are okay? 2 ou 3 fois, il m'a fait comme ça, il m'a tapé sur l'épaule, je dis, yes, yes, ça va. Et tout d'un coup, il m'a semé le doute, je me dis, mais attends, mais peut-être est-ce que je suis, est-ce que c'est normal que je me trouve là tout seul? Et tout de suite, ce qui est formidable, j'avais pris la tente du pôle Nord, que j'avais monté des centaines de fois, et j'ai retrouvé les mêmes gestes, donc j'étais en 86, vous voyez, c'était l'année dernière, les mêmes gestes d'un coup, monter la tente, elle s'est montée et tout. C'est une tente qu'on peut monter tout seul, c'est une tente tunnel, et même s'il y a du vent, il suffit elle se monte tout seul facilement. Et j'ai retrouvé les mêmes gestes, la même gestuelle qu'avant. Donc c'était un pèlerinage qui m'a réimmergé de nouveau dans ces aventures polaires. Ça va? Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a à boire? De l'eau. De l'eau, un verre d'eau du robinet m'ira bien, hein. Surtout l'eau de Chamonix.